La troisième objection, on rentre dans des argumentations qui sont plus du type scientifique. Une argumentation que j'ai entendue partout quand je débattais sur les forums des sceptiques ou j'ai vu des débats télévisés. Vous allez toujours entendre ça. Les gens en appellent un argument d'autorité en disant « si tous les scientifiques croient en l'évolution, ça doit être vrai ». Un autre élément qu'ils vont dire ah, si tu es créationniste, tu ne peux pas faire de recherche objective parce que tu vas être influencé par la Bible. Alors, on va étudier ça. Le premier problème que j'ai avec ça, tous les fondateurs des sciences modernes étaient créationnistes. Donc, j'ai beaucoup de la misère à admettre que le créationnisme ou le fait de croire en un créateur ou en la Bible vient interférer avec ta capacité de faire de la recherche scientifique. Newton, un des plus grands de ceux-là, a écrit 2/3 de son œuvre sur la théologie, seulement 1/3 de son œuvre sur des sujets scientifiques. Et ensuite, de nos jours, il y a beaucoup d'associations créationnistes. Surtout aux États-Unis, on en compte environ une centaine d'organisations créationnistes. Et certaines d'entre elles font de la recherche, font des publications dans leurs journaux respectifs. Et ce sont des gens qui ont des doctorats, des post-doctorats, qui ont des carrières. Alors, c'est complètement faux de dire que on ne peut pas être scientifique, on ne peut pas être créationniste. C'est sûr qu'effectivement, il y a une majorité de scientifiques qui croient dans l'évolution. Et à cet effet-là, je vous conseille très fortement d'aller voir un documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'appelle « God versus Evolution ». Ça dure 30 minutes. Ça vient juste de sortir il y a à peu près 2 mois. C'est une personne qui s'en va sur les campus universitaires interviewer des gens qui ont des maîtrises, des bacs, des maîtrises, des doctorats en biologie, biochimie. Et il fait juste poser la question aux gens, est-ce que tu crois en l'évolution? Oui, oui, j'y crois. Pourquoi? Bien, parce que c'est prouvé, il y a plein de preuves, mais on a des recherches. Est-ce que tu peux m'en nommer juste une preuve? La personne dit, mais il y en a plein, il aurait fallu que j'y pense avant. Oui, mais tu viens de dire qu'il y en a plusieurs, juste une. Il attend au micro, Je te demande juste une preuve. Oui, mais il y en a un poisson, il y a 500 millions d'années, qui évolue. Il y a 500 millions d'années, est-ce qu'on peut l'observer, est-ce qu'on peut le voir? Non, on ne peut pas. Peux-tu me nommer quelque chose? Ça continue comme ça, et c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui sont des gens qui ont étudié en biologie. Plusieurs d'entre eux sont des jeunes, sortent de l'université, n'ont aucun esprit critique face à l'évolution, n'ont aucune preuve même à vous fournir, ils ne sont même pas capables de donner un exemple d'évolution. Alors, c'est important de reconnaître ça quand on parle de cette croyance-là qui est majoritairement répandue dans le monde scientifique. Un élément sur lequel je veux m'arrêter aussi, je veux parler de l'origine de la croyance évolutionniste, parce que on a tendance à penser que Darwin a découvert l'évolution. Il est allé sur les îles Galapagos, puis il a fait des observations, puis il a Eureka. Il s'est rendu compte que l'évolution existait, puis après il a écrit son livre. C'est pas du tout ça. En 600 avant Jésus-Christ, la pensée évolution déjà apparaît. Anaximandre de Milet, le premier philosophe à avoir consigné par écrit ses pensées, et il nous dit qu'il estime que de l'eau et de la terre réchauffée, donc des éléments inorganiques, étaient sortis des poissons, des animaux tout à fait semblables aux poissons. Au sein de ces animaux ont été formés les hommes, que les embryons ont été retenus prisonniers jusqu'à l'âge de la puberté, alors seulement après que ces animaux eurent éclaté en sortir des hommes. Bon, une pensée un peu décousue, mais on voit que c'est la pensée de l'évolution. À partir de matière inerte, à partir de boue et d'eau, il y a des formes de vie qui sont sorties. Lucrèce, qui est un philosophe aussi de l'Antiquité grecque, dit au sujet des atomes, pour faire incessamment l'essai de tout ce que peuvent engendrer leurs combinaisons. Il est arrivé qu'après avoir erré durant des siècles, tenté union et mouvement à l'infini, ils ont abouti, toujours en parlant des atomes, là, de la matière, ils ont abouti à des soudaines formations massives d'où tirèrent leurs origines ces grands aspects de la vie, la terre, la mer, le ciel, les espèces animales. Pour lui, donc on voit le matérialisme ici là, qui est en train de naître dans la pensée grecque, dans la pensée des philosophes grecs. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est que la matière, juste de façon aléatoire, va se brasser, puis il va y avoir à un moment donné, la terre, la mer, il va y avoir des espèces. Donc c'est une façon simple peut-être de dire les choses, mais derrière ça, c'est la pensée de l'évolution. C'est le sujet d'une conférence au complet, alors vous allez me permettre de faire un bond jusqu'à Darwin. Darwin, on va aller voir qu'est-ce que Darwin a vraiment trouvé, quel a été le point de départ de toute cette propagande de l'évolution. Darwin va aller en 1835 sur les îles Galapagos et il va se rendre compte qu'il y a plusieurs espèces de pinsons qui ont de l'air apparentés et ce qu'il remarque entre les différentes espèces de pinsons, c'est la grosseur et la dureté du bec. Et on va se rendre compte que quand les saisons de pluie sont moins abondantes,
les graines desquelles se nourrissent ces pinsons-là sont plus dures parce qu'il y a moins d'humidité, il y a moins d'eau. Donc, c'est les pinsons qui ont un bec court et plus dur sur le diagramme qui vont mieux se nourrir, mieux se reproduire et donc devenir dominants sur les îles. Alors, à ce moment-là, Darwin ne fait aucune conclusion. Il garde ses écrits. Tout au long de sa vie, Darwin est influencé par un paquet de scientifiques très influents et humanistes autour de lui. Et 20 ans plus tard, il va écrire L'origine des espèces, basé sur la constatation réelle qu'il a faite de la sélection naturelle. La sélection naturelle n'est pas contestée par aucun créationniste, mais la sélection naturelle n'a pas du tout les effets qu'on lui prétend. Alors là, on est parlé d'une partie d'une constatation vers une fabulation. Darwin, en 1859, 20 ans plus tard, a utilisé le fait que les espèces sont élastiques. Hein, vous voyez toutes les espèces, juste à travers l'espèce des chiens, comment on peut avoir de la variabilité juste à partir d'un génome. Il y a une élasticité de grandeur, couleur, de poils, mais il n'y a pas des nouveaux organes qui vont apparaître. Alors, on a pris cette espèce d'élasticité-là qui a été constatée par Darwin et on en a fait une fabulation. Alors, suite à la publication de l'origine des espèces, Darwin n'est pas parti pour promouvoir sa théorie, c'est d'autres qui l'ont fait. Des scientifiques très influents qui jouissaient d'une crédibilité auprès de la communauté scientifique, comme Thomas Huxley, qu'on a nommé le bulldog de Darwin. Et lui, l'idée qu'il a eue, l'idée de génie qu'il a eue, c'est de produire des preuves fossiles et d'utiliser des images médiatiques. Celle qui a été la plus populaire, c'est la fameuse icône de l'évolution du cheval. Alors là est née l'idée de la progression, quelque chose de petit qui devient un peu plus gros avec le temps. Éventuellement, on a vu plus tard après ça, le singe qui tranquillement pas vite devient un peu plus grand, se lève debout et devient l'homme. Alors on voit la progression ici. Lui, ce qu'il dit Huxley, c'est que si vous regardez dans le registre fossile, puis vous allez dans les strates en bas, qui selon les évolutionnistes sont plus vieilles, vous allez voir des chevaux de taille plus petite. Quand vous montez dans les strates, vous allez trouver des chevaux de plus en plus gros, des chevaux de plus en plus gros en taille. Et il a noté des différences au niveau des dents, au niveau des sabots. Alors, la problématique, je vais vous en nommer deux, parce que ça pourrait être le sujet d'une conférence aussi. Premièrement, il n'y a aucun endroit sur Terre où on trouve vraiment des chevaux plus petits dans les strates du bas, puis successivement, ils ont été trouvés sur des endroits différents sur Terre. Mais que les évolutionnistes disent que, même si ça a été trouvé plus loin, à un autre endroit sur Terre, ça a été trouvé dans une strate qui est jugée plus récente par les évolutionnistes. Donc, ils se permettent de faire cette séquence-là, mais elle n'est pas trouvée sur le terrain. Et à travers à l'intérieur de l'espèce des chevaux qui existent aujourd'hui, on a des différences de taille même plus grandes que celles que Huxley mentionne. Donc, les différences de taille ne peuvent pas être invoquées pour prouver la théorie de l'évolution, parce que le cheval d'aujourd'hui, qui existe aujourd'hui, Fabella versus un cheval de trait, ne peut pas être considéré comme un processus d'évolution, ils sont de la même espèce. Alors, vous voyez que c'est de la fiction, c'est des arguments qui sont tordus. L'autre élément qui a aussi propulsé la théorie de Darwin, c'est l'argument embryologique. Ernst Haeckel est un biologiste allemand fervent convaincu de la théorie de l'évolution et il est considéré comme le père de l'écologie. Il a fait beaucoup de travaux en écologie. Il a une grande crédibilité auprès des scientifiques. Il va utiliser cette crédibilité-là pour imprégner cette image que voici, qui est dans nos manuels scolaires depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce qu'il a essayé de dire, Ernst Haeckel? C'est, si vous regardez différentes classes de vertébrés au début du développement embryonnaire, on est tous pareils. Les poissons, les humains, les tortues, on est tous pareils parce qu'on vient d'un ancêtre commun. Puis c'est plus tard dans le développement embryonnaire qu'on se différencie. Donc, il essaie lui aussi d'imprégner cette idée-là de progression, cette idée-là qu'on vient tous du même ancêtre commun, qu'on soit une poule, un poisson ou un humain. La problématique avec ça, c'est que c'est une fraude. Il a pris un embryon de tortue qu'il a recopié 7 ou 8 fois et il y a une très grande quantité de problématiques avec ces esquisses. Les grosseurs sont vraiment très différentes entre un développement embryonnaire et un autre. Et à cette époque-là, les embryologistes l'ont attaqué en disant que c'était une fraude. Et il a dit, un petit nombre, 6 à 8 % de mes dessins sont des fraudes, une petite admission. Stephen Jay Gould, un évolutionniste connu, à propos il parle des dessins de Haeckel qui ont été recyclés dans les manuels scolaires, dit ceci: on a le droit d'être aussi surpris qu'embarrassé par ce siècle de recyclage insensé
qui a mené à la persistance des esquisses dans un grand nombre, si ce n'est pas la majorité des manuels scolaires. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Autre tragédie, Darwin était convaincu en regardant les embryons que l'évolution était vraie. Il dit, selon moi, l'embryologie est la classe de fait la plus en faveur du changement des formes. Parce que Darwin, à son époque, on ne trouvait aucun fossile transitionnel. Il se demandait pourquoi on ne trouvait aucun fossile transitionnel. On devrait trébucher sur des fossiles transitionnels si ma théorie est vraie. C'est tourné vers l'embryologie. Vous avez vu, il y a des faits qui viennent prouver ma théorie. Un autre élément qui a été majeur dans la propulsion de la théorie de l'évolution, ça a été la découverte de l'homme de Piltdown. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en Angleterre après la publication de l'origine des espèces? La chasse aux fossiles s'amorce et on essaie de trouver ce qu'on a nommé le chaînon manquant. Il y a 1 million de chaînons manquants dans la théorie de l'évolution. Bon, on entend toujours parler dans les médias juste du chaînon entre le singe et l'homme, mais c'est le plus insignifiant de tous les chaînons manquants si on regarde la chaîne du vivant. Alors, mais bien entendu, il nous interpelle plus parce que ça relate nos origines à nous. Alors là, il y a un chasseur de fossiles qui vient voir les spécialistes paléontologues du Musée d'histoire naturelle britannique. Il a dit, j'ai trouvé des fragments de crâne qui ont de l'air humain, mais avec une mâchoire qui a de l'air d'être celle d'un singe. Alors là, il vient présenter ça et le New York Times, en 1912, dit « Darwin theory is proven true ». On a trouvé la preuve de l'évolution. Alors, de quoi on parle? On parle de quelques fragments de fossiles. Il y a des millions d'espèces sur la Terre. Quelques fragments de fossiles et la théorie de l'évolution est prouvée. Fort étonnant. Fort étonnant comment on passe du coq à l'âne ici. Mais la problématique avec ça, c'est que c'était une totale preuve, une totale fraude, pardon. Et donc, vous voyez sur la photo tous ces paléontologues, experts mondiaux de l'époque qui ont accepté le fossile de Piltdown sans le vérifier. Alors, on dit dans la revue pour la science, Lancaster, qui était professeur de géologie et le directeur du Musée d'histoire britannique à cette époque-là, le pourfendeur des imposteurs, donc un homme qui se prétendait comme un intègre, qui démasquait les imposteurs. Il va se laisser berner par l'homme de Piltdown, l'une des plus célèbres fraudes de l'histoire de l'évolution pendant 40 ans. Les scientifiques croient reconnaître les fragments d'anthropoïdes dans les ossements mis au jour, étrangement à une 50aine de kilomètres de la maison de Darwin. Ils prétendent avoir découvert les restes du chaînon manquant. Enthousiasmés pour la théorie de Darwin, Lancaster et ses collègues acceptent sans aucun esprit critique ce fossile fabriqué de toutes pièces. Alors, ce que ça montre, c'est que quand quelqu'un est convaincu, tu peux y amener n'importe quoi. Dès que ça va valider sa croyance, ça ne sera pas long qu'il va accepter sans vérifier. Et là, on a les plus grands experts sur la question. Et ils avaient les moyens. Ils avaient les moyens de voir que le crâne avait été habilement limé. Il y avait une partie de la mâchoire qui avait été cassée pour pas qu'on s'aperçoive qu'elle ne fitait pas avec le reste du crâne. Alors, ça va prendre 40 années pour qu'on admette que c'est une preuve. Quand la datation carbone 14 va être disponible, on va réussir à prouver que la datation est différente entre les morceaux de crâne et la mâchoire, que ça prouve que ça ne vient pas du même. Alors, à partir de 1859, pour faire un récapitulatif de ce qu'on a vu, alors, je voulais juste vous montrer aujourd'hui qu'à partir de Darwin, il y a eu, qu'est-ce qui a propulsé la théorie de l'évolution? C'est vraiment des images, des preuves imagées qui ont sorti dans les textes, dans les journaux, dans les manuels scolaires, ont été imprégnées des images qui sont tordues ou qui sont frauduleuses. Et ça a pris jusqu'à une centaine d'années avant qu'on admette, et puis c'est une demi-admission, là, que les embryons d'Haeckel, c'est une fausseté. En l'an 2000, Cyril Barrett, professeur, comme Dominique disait, avec lequel j'ai débattu, qui est professeur à l'Université Laval en biologie, a écrit un livre qui s'appelle « Le miroir du monde » et qui traite de la question de l'évolution. Donc, on est en présence d'un expert sur l'évolution et on retrouve les dessins de Haeckel dans son livre, comme preuve de l'évolution. 120 ans plus tard, recyclage insensé, comme Stephen Jay Gould disait, qu'il est évolutionniste.